Hello, nous c'est Léa et Pauline, passionnées de tech. Vous écoutez Erreur 404, le podcast où l'on échange, on discute et on vulgarise la tech qui fait du bien. Parfois high-tech, parfois low-tech, mais toujours avec curiosité. Dans les transports, en cuisinant, en faisant du sport ou juste pour faire passer le temps. Laissez-vous embarquer dans nos discussions avec des invités passionnés. Mais attention, une fois lancé, vous risquez d'avoir envie de continuer. Comme disait Alain, plus on sait et plus on est capable d'apprendre. Vous écoutez un nouvel épisode d'Erreur 404. Bonne écoute! Dans le podcast, on parle beaucoup de nouvelles technologies, de progrès, on essaie de comprendre ce qui évolue vite et qui parfois nous échappe. Et si cette fois-ci, on prenait le temps de ralentir, prendre le temps de faire un pas en arrière, et non pas avoir peur, mais questionner cette technologie qui prend toujours plus de place. Cet épisode, c'est l'histoire d'un voyage. Le voyage de deux étudiants qui sont partis découvrir l'univers de la slow tech pour apprendre, se remettre en question, penser et surtout transmettre. Nous vous invitons dans cet épisode à découvrir cette façon de penser et d'envisager la technologie pour développer votre esprit critique. Sapere aude, comme on dit à l'ancienne, et le courage de te servir de ton propre entendement. Hello, moi c'est Léa, je suis doctorante en physico-chimie à l'ESPCI et je suis avec Pauline. Hello, moi c'est Pauline, ingénieure du numérique. Aujourd'hui, nous accueillons non pas un, mais deux invités, Théobald et Antoine, porteurs du projet Wislowtech. Hello. Hello, enchanté. Hello. Moi c'est Antoine donc. Et moi c'est Théobald, je suis l'ami d'Antoine. En tout cas, ça nous fait hyper plaisir de vous recevoir parce que ça fait écho à notre premier épisode qu'on a pu faire du coup avec Agathe et Lisa qui sont aussi parties à vélo réaliser un voyage au sein de l'Europe pour partir à la découverte de femmes porteuses d'initiatives agroécologiques. Et première question, et pas des moindres, est-ce que vous pouvez vous présenter tous les deux ? Allez, je me lance. Déjà, merci de nous recevoir. C'est trop moi, chouette. donc, c'est Théobald. Mais Théo, pour le podcast, ça sera très bien. Je suis tout juste diplômé des Mines de Paris, donc formation d'ingé généraliste. En ce moment, je viens aussi tout juste de commencer un CDI autour de la transition pour les grands groupes industriels. Comment est-ce qu'ils peuvent transformer leur activité pour être un petit peu plus résiliente. Et dans la vie, je m'intéresse pas mal à tout ce qui touche à la nature, à la low-tech. Du coup, tu as dit slow-tech tout à l'heure, j'en ai juste le S. C'est vrai. C'est la low-tech. Oui, j'ai fait l'amalgame avec Wislowtech, Ouais, justement votre nom. Notre nom est très mal choisi. À chaque fois, on s'en est rendu compte trop tard en fait. Ça porte à la confusion. Et du coup, là, j'aime bien tous ces sujets-là, tout ce qui est autour de la critique un peu du technosolutionnisme. Et j'adore faire des blagues. Et je fais beaucoup rire. C'est très vrai, c'est très vrai. Et je suis très friand. Et donc moi j'allais dire Tonio. Moi c'est Antoine. Et donc merci de nous recevoir, c'est hyper chouette d'être là. Et qui est donc pareil, tout juste diplômé de l'école des mines, là on s'est rencontrés du coup avec Théo. Pareil, très intéressé par les sujets de transition écologique et solidaire en général, surtout le lien entre l'écologie et la justice sociale, enfin en tout cas c'est un peu convergence de lutte, tous ces sujets-là moi qui m'intéressent vachement. La low-tech, je connaissais pas, c'est Théo qui m'a fait découvrir et j'ai trouvé ça très intéressant parce que, bon on aura vraiment le temps d'en parler, mais c'est vraiment toute une philosophie qui porte des questionnements hyper intéressants. Tu disais justement au début du podcast, prendre le temps de questionner, etc. Et c'est vraiment, vraiment au cœur de cette philosophie. Du coup, donc moi, je trouve ça très intéressant. Et voilà, qu'est-ce que je pourrais dire ? J'adore danser et chanter. Et le mot intéressant aussi. Et j'adore le mot intéressant. Ouais. Ouais, j'adore. Captivant, c'est captivant. Le mot captivant. Captivant, ouais, j'aime bien ce mot. On va beaucoup le dire. Alors. Ah ouais C'est noté. On a deux questions traditionnelles pour le podcast. Vous ne pouvez pas y échapper. Qu'est-ce qui vous passionne dans la tech et quelle innovation technologique voudriez-vous voir arriver ou au contraire ne jamais arriver ? Vous avez le choix. Qu'est-ce qui me passionne dans la tech ? Alors, très très dur comme question. Parce que je n'ai pas trop su réfléchir. Et en fait, j'ai pris du temps de réfléchir. Et j'ai trouvé une réponse. Moi, ce qui me passionne dans la tech, en tout cas ce qui me rassure, c'est qu'il y a un lien direct entre la tech et le monde matériel qui nous entoure. Ouais. Et je trouve que c'est hyper rassurant parce que quand on travaille sur des sujets technologiques, on peut voir ce sur quoi on travaille, on peut voir son effet sur le monde, en tout cas proche de nous. Je sais pas si moi j'allais prendre une technologie genre le feu, mais technologie peut-être plus récente, genre une voiture par exemple, on la voit, on peut l'utiliser, on peut faire plein de choses avec. Et je trouve que c'est quelque chose de très rassurant parce que maintenant je travaille plus sur des sujets de sciences sociales, donc liés à la géopolitique locale et donc plein de sujets comme ça et qui sont, je trouve, hyper passionnants et surtout quand on les met en regard avec les questions de transition écologique. Mais c'est des sujets qui sont parfois déroutants parce qu'on réfléchit beaucoup et parfois on a l'impression d'être très hors sol, très loin de
du monde qui nous entoure vraiment. Et du coup, moi, c'est vraiment ce que j'aime dans la tech, c'est ça, c'est peut-être ce côté un peu plus rassurant d'être vraiment proche d'une matérialité concrète, quoi. Je la reformule pour me l'approprier. Ce qui me fascine, c'est à quel point les technologies façonnent notre monde et nos façons de faire, nos façons de penser, nos façons d'agir, etc. Et en fait, je suis en train de lire un livre en ce moment qui s'appelle La guerre des semi-conducteurs. Peut-être que vous l'avez lu, peut-être pas. Mais ça raconte un peu comment est-ce que tous les semi-conducteurs, donc toutes les puces, ont envahi le marché et ont transformé un peu tous les objets en leur ouvrant les yeux, en leur donnant une forme d'intelligence. Et c'est fou comment une technologie qui n'existait pas il y a 60 ans, aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer. Et là, rien que dans cette pièce, il y en a sûrement des milliers de puces. Et je trouve ça fou parce qu'aujourd'hui, on est là, ça nous paraît normal, etc. Et on n'y pense même plus finalement. Et à la fois, ça me terrifie. Parce que ces technologies-là, elles ne sont pas décidées démocratiquement. Et c'est des gens qui les font. Il y a des gens qui investissent dessus. Ils ont de plus en plus de pouvoir, etc. Et c'est eux finalement qui dirigent notre monde via la technologie. Et ça me terrifie profondément. Tu veux une autre question. C'était quoi l'autre question ? L'autre question, c'était quelle est la technologie que tu veux voir advenir ou au contraire ne pas voir advenir ? Ah oui. Ça, c'est aussi, j'y ai réfléchi. Et en fait, il y a un truc. Mon père, il me disait souvent, quand on parle de technologie, mon père, il me dit: ah, moi, il y a un truc que j'aimerais trop. Et en fait, j'aime bien son idée, donc je la reprends. Il dit: moi, j'ai pas besoin de voiture au quotidien. Il habite à Lyon, en centre-ville. Il se déplace qu'à vélo, mais il a besoin d'une voiture que le week-end pour aller en week-end. Et du coup, il dit: j'aimerais trop avoir un service qui me propose une voiture juste le vendredi soir. Il y a une voiture qui arrive chez moi, je la prends, je pars en week-end et je la repose là où je veux le lendemain, quoi. Et en même temps, ça serait trop cool parce que du coup, on enlève un peu les voitures individuelles et on partage des voitures, c'est chouette. Et après, je me dis, comment est-ce que ça peut advenir ? En fait, le plus simple, ce serait peut-être d'avoir des voitures autonomes qu'on pourrait télécommander et appeler directement, etc. Et ça me terrifie. Donc en fait, je suis pas sûr de la vouloir tant que ça, cette solution. C'est une relation un peu amour-haine avec cette idée. Ouais, complètement. Sauf si on trouve d'autres solutions, quoi. Mais en tout cas, cette solution-là, elle te plaît pas. Elle me plaît pas tant que ça. Ok. Et ben c'est marrant, moi, donc c'est très science-fiction, la technologie à laquelle j'ai pensé, mais j'ai pensé à la téléportation. Parce que du coup, c'est vraiment sur le sujet de déplacement. Tu veux ou tu veux pas ? Non, je veux pas. Pourquoi ? Parce que y a un peu un raisonnement, tu vois, en lien avec le voyage à vélo, etc. Parce que je sais pas si tu peux être à l'autre bout du monde en un claquement de doigts. Enfin, je sais pas, tu perds la notion de distance, et je trouve que c'est un peu la consécration de la mondialisation, où on n'a plus de repères de distance, on peut tout traverser hyper vite, et c'est vraiment l'avènement de l'instantanéité, mais t'imagines l'énergie que ça demanderait en plus. Oui, non, mais moi après là c'est sûr. Non, mais de toute façon, je pense que ça n'arrivera pas tout de suite, si ça arrive un jour. Je pense à quelques limites physiques, mais d'un point de vue très, on va dire, conceptuel, ça c'est pas quelque chose que j'aimerais voir advenir. Mais tu me dis justement, oui, que c'est pas près d'arriver, mais c'est vrai que maintenant il y a plein de technologies qui font que on voit plus le temps passer, et plus, comme tu disais dans le voyage, où en fait il y a des gens qui vont même quand ils vont très loin ou pas loin, ils vont de site touristique en site touristique, et en fait il y a plein par exemple de zones de la France qu'on connaît pas. Donc en vrai, ouais. Oui, ça paraît loin la téléportation, mais c'est vrai que je pense que, je sais pas, je suis pas dans les bureaux des grandes boîtes de transport, mais je suis sûre que c'est une question un peu de toute façon, c'est toujours une question d'accélérer tout, quoi. Oui, on essaye d'avoir des technologies qui nous font gagner du temps, justement, de notre vie quotidienne. Alors, en tout cas, est-ce qu'on perd du temps finalement quand on voyage ? Peut-être pas. Bonne question. Je dirais non. On va y répondre. Bonne réponse. Bonne réponse. Yes, je gagne des points. Merci beaucoup déjà pour ces réponses, et pour présenter un petit peu du coup la suite du podcast. Dans cette discussion qu'on va avoir, on va forcément du coup parler de low-tech et non de slow-tech. Yes. Reprendre un petit peu la définition de tous les termes qui gravitent du coup autour de ce sujet, parce que c'est pas forcément quelque chose qui est du coup compréhensible par tous. Déconstruire aussi les éventuels stéréotypes du coup liés au sujet, ou encore des idées reçues. Et surtout parler de votre voyage aussi que vous avez réalisé. Et justement, si on a le temps, de parler un petit peu aussi de votre réalisation du documentaire, qui sera du coup diffusé le 13 novembre prochain. Yes. Et pas que. Première date. Alors, on aurait pu vous demander, dans cette première partie qui va être liée à la notion de low-tech, qu'est-ce que c'est la low-tech ? Mais c'était pas hyper marrant ou hyper captivant. Alors, on a recueilli des idées reçues autour de nous.
à partir donc des grands-parents, des parents, des frères et sœurs de nos proches. Et vous allez pouvoir les commenter. Donc l'idée, c'est que je vais vous donner des affirmations et vous nous dites si selon vous c'est vrai ou c'est faux. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Les adeptes de la low-tech ne sont pas francs et rejettent la technologie seulement dans certains domaines. Vrai et faux. Faux. La low-tech est un synonyme de technophobie. Non. Non, faux. Défendre la low-tech, c'est défendre l'environnement mais pas l'économie. Vrai. Ouais. On en parlera, mais vrai, Ouais. je pense. Ouais, vrai. La low-tech, c'est une notion très récente. Ça dépend de l'échelle de temps. Pas très récente. Ça fait pas que quelques secondes. Ah, C'est je plutôt dirais oui, faux. je dirais oui. Et en même temps, c'est plutôt vrai. Je dirais vrai. La low-tech, ce n'est pas une vraie solution. Pour qui Faux. Pourquoi Faux. C'est pas une solution toute seule, mais... Attention, celle-ci, elle est pépite. La low-tech, c'est juste le nom mainstream pour décrire le mode de vie des Amish. Faux. Mais je comprends la Drôle, remarque, hein. mais je dirais drôle. Bonne La réponse. low-tech, c'est du low-cost. Faux. Enfin, du low cost. Ah, Allez, peut-être un petit peu vrai, mais que sur certains aspects. ouais, je dirais faux. J'aime bien, on n'est pas d'accord. Justement, on va peut-être entrer un petit peu plus dans le sujet et peut-être du coup discuter un petit peu plus. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quand est-ce que la philosophie low-tech est née et comment s'est-elle amplifiée ou encore développée ? Moi, j'ai fait des petites recherches juste avant de faire. Ah, bah vas-y alors. Non, en fait, de base, ça s'est construit quand même vachement en opposition à toutes les nouvelles technologies qui ont pu apparaître, plus dans les années 50, quoi, en disant avec toute cette volonté d'aller toujours plus vite, toujours plus loin, d'aller sur la Lune, etc. Il y a des gens qui ont dit, attends, on aimerait peut-être un peu ralentir et s'attarder vers d'autres sujets. Et c'est là où on a pas mal parlé de technologie sobre, technologie douce, etc. Et en fait, après, ces mouvements-là n'ont pas vraiment pris d'ampleur tout de suite, de ce que je comprends. Et avec la crise environnementale actuelle, c'est là où en fait ces mouvements renaissent, avec notamment un livre en France qui a été sorti par Philippe Biwix, L'âge des low-tech, qui, alors lui c'est un spécialiste de la finitude des ressources, et il a écrit un livre qui dit en fait on peut pas vivre on peut pas consommer autant de ressources que ce qu'on veut consommer pour les technologies qu'on utilise, donc il faut essayer d'être plus sobre dans nos façons de faire, et en plus les technologies qui nous entourent ont plein de mauvais côtés dont on ne parle pas, on parle que des effets positifs de ces technologies-là. Ouais. Donc essayons d'être un petit peu technocritiques, et donc dans nos développements, dans nos conceptions, dans notre vie de tous les jours, de remettre en question les objets qu'on utilise ou de remettre en question la façon dont on a de construire ces objets. Et donc c'est à partir de là qu'un peu la low-tech a repris naissance, en tout cas en France. Et puis ça c'est la partie un peu théorisation, disons. Et en arrière-plan de ça, il y a le Low-Tech Lab en France qui a pas mal participé à promouvoir les low-tech, plus le côté peut-être DIY des low-tech, en proposant des formations, des plans genre, pour faire des trucs à la maison, etc. et pour essayer de promouvoir ça. Ouais, je pense que c'est un peu ça. Je sais pas si tu as des trucs à rajouter. Non, c'est super réponse. Mais en fait, comme disait Théo, il y a vraiment cette idée que c'est un mouvement qui se nourrit de plein de pensées technocritiques qui adviennent dans les années, dans la deuxième moitié du XXe siècle. Et moi, comment je vois ce mouvement, mais après vraiment, je suis pas un expert, je dirais que c'est un peu une concrétisation concrète de ces philosophies technocritiques. Parce que la low-tech, on met un terme et on va vraiment créer des objets pour remplacer certains objets dans nos utilisations du quotidien. Et donc, c'est vraiment passé, je trouve, d'un mouvement philosophique et théorique à on dit souvent une démarche d'innovation qui est très pratique finalement. Et c'est ça que je trouve intéressant dans comment le mouvement low-tech s'est construit. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Ouais, je suis complètement d'accord. Pour moi, il y a toute la littérature un peu scientifique, par exemple le rapport Meadows, ce genre de trucs qui disent attendez, on est peut-être en train de faire des conneries, peut-être que notre planète elle est finie. Et quand même, la low-tech s'inscrit quand même là-dedans, dans cette finitude des ressources, complètement. qui est finalement une barrière physique qu'on fait semblant de ne pas voir et donc qu'il faut prendre en compte. Donc ça s'inscrit quand même beaucoup là-dedans. Donc il y a cet aspect de durabilité. Et puis il y a un autre aspect, mais je pense qu'on y reviendra, qui est l'aspect social et de tout l'impact des technologies sur nos modes de vie et sur notre asservissement finalement à ces technologies-là. Ouais. Merci beaucoup pour cette réponse.
Et l'idée, après avoir un peu compris d'où ça venait, que c'est pas né d'hier, comme tu le disais rapidement dans le vrai-faux, donc on est plus du côté de la technocritique, ça répond, du coup vous l'avez dit tous les deux, ça répond un peu à une des affirmations. Et moi j'aurais voulu un peu vos réactions sur les différentes propositions, là, avec plus de commentaires et plus d'élaboration que le vrai-faux, qui est un petit peu difficile. Et notamment revenir sur la low-tech qui est critiquée un peu comme une seule défense de l'environnement par rapport à l'économie. Du coup, il me semble que vous n'étiez pas d'accord dans le vrai-faux. Peut-être qu'on n'est pas d'accord. Je sais pas, on va voir. Ouais, je sais plus. C'est un fight. Reveal. C'est le clash. Reveal. Mais j'ai pas bien compris ta question d'affirmation. Donc en gros, l'affirmation, c'était défendre la low-tech, c'est défendre l'environnement, mais pas l'économie. Donc en fait, l'idée de faire un choix entre les deux et pas forcément de la conciliation. Ça dépend vachement ce qu'on entend, ce qu'on met derrière le Ça terme m'a- low-tech en fait. Oui. Dans la low-tech, il y a différents mouvements qui pas s'affrontent parce que c'est pas une guerre. En tout cas, différents mouvements qui coexistent ensemble et qui... c'est bien en fait que ces différents mouvements-là coexistent parce que justement la low-tech promeut une forme d'appropriation des technologies et des pensées. Donc si on peut s'approprier la low-tech, c'est cool. Moi, c'est plus la question que je me posais, c'est qu'est-ce qu'on entend par économie ? Oui. Si c'est l'économie mondialisée qu'on est aujourd'hui, financiarisée, etc. Oui, la low-tech s'inscrit pas du tout dans la défense de ce modèle économique néolibéral dans lequel on est capitaliste, parce que c'est pas du tout cette philosophie-là à laquelle la low-tech se prête. Mais par contre, si on pense l'économie comme la gestion des ressources à l'échelle d'un groupe, d'une communauté qui soit plus ou moins grand, ça peut être une commune, comme ça peut être un pays, comme ça peut être un continent, voire plus, la low-tech n'est pas du tout... je comprends, il n'y a pas trop de choix à faire entre l'environnement et l'économie. Au contraire, la low-tech, c'est dans ces idées de sobriété, etc., un mouvement qui vise à une meilleure gestion justement de nos ressources collectivement. Donc je pense que c'est plutôt qu'est-ce qu'on entend par économie. C'est sûr que la low-tech ne va pas défendre l'économie capitaliste, productiviste, néolibérale. Donc, mais plutôt la questionner et complètement. trouver par exemple, je sais pas, par exemple des formes d'économie circulaire ou des choses de ce type. Je sais pas si c'est... Si, complètement. Moi, ce que j'aime, il y a un mouvement de la low-tech que j'aime bien, des gens qui font ça, ils disent, en fait, nous, on fait de la low-tech, on promeut les low-tech pour le moment où le système actuel se cassera la gueule. Il y a un moment où on est tellement dans une locomotive qui va super vite qu'on va se prendre un mur quoi qu'on fasse finalement. Et donc ces personnes-là se disent on va essayer de préparer ces différents points de rupture, ces différents points de bascule pour pouvoir proposer des modèles de production alternatifs à ce moment-là. Et donc si on le voit comme ça, finalement la low-tech, elle est pour l'économie, elle est pour que à ces moments où notre économie traditionnelle s'effondre, on puisse quand même avoir de l'énergie, se nourrir, échanger, etc. Et je trouve que c'est une belle façon de voir la chose. En tout cas, moi, j'aime bien cette façon-là. Ouais, et peut-être un dernier point, si je peux me permettre. Théo, tu parlais justement tout à l'heure de l'appropriation des technologies, qui est quelque chose de très important dans la low-tech. La dichotomie environnement-économie, si je devais par exemple choisir l'environnement, en fait, la low-tech, c'est pas... juste, faire moins, décarboner, dépendre de nos industries ou notre vie quotidienne ou quoi. C'est pas que un mouvement qui est tourné vers la gestion des ressources naturelles, la gestion climatique, etc. C'est aussi une philosophie donc c'est vraiment une philosophie, c'est ça qui inclut notre rapport en tant qu'humain à la technologie, etc. Donc il y a un volet social, entre guillemets, si je reprends les 3 piliers du développement durable, qui est questionnable, mais c'est quand même cette idée-là qui est importante. Mais clairement, il n'y a pas 4 points de PIB en plus par an avec une société low-tech. C'est pas du tout l'objectif. Non. Mais c'est pour ça que je trouve ça intéressant d'en parler, parce que justement, quand on a recueilli les idées reçues, en fait, il y a certaines générations qui étaient plutôt en se disant, non, en fait, c'est plutôt dans le sens où c'est pas soutenable. Et ils ont l'impression, donc je trouve que c'est bien aussi d'en parler, de casser un peu le stéréotype que certaines générations peuvent avoir, comme quoi en fait ralentir ça peut parfois être aussi soutenable, mais effectivement pas aller vers une croissance effrénée.
Qu'est-ce que tu mets derrière le mot soutenable? Ça veut dire quoi, c'est pas Donc soutenable? eux, en fait, dans le sens où ceux avec qui on a discuté, c'était plus sur du il faut injecter toujours de l'argent, par exemple, de l'État pour que ce soit des initiatives low-tech soient soutenables. Enfin, en tout cas, eux, la vision qu'ils en avaient, où ils n'étaient pas forcément tous documentés dessus, mais... Oui, c'est la question de qui va financer la transition. Qui va financer Oui, voilà, c'est ça, la question qui revient toujours et qui revient si on n'a pas, low-tech. si on n'a pas de croissance, on va pas avoir d'investissement. Et donc, Exactement. tu vois, ça, en gros, il faut nourrir la machine, sinon elle va s'écrouler. Et donc avec la low-tech, c'est un système qui tient pas, quoi. C'est un peu ça l'idée. Et qui, pour moi, n'a pas de... non, mais c'est vrai, effectivement. Si tu n'alimentes pas la machine, le système ne tient pas. La question, c'est ce qu'on veut du système. Oui, c'est ça. Oui. La réponse peut être non. Question un peu philosophique. Oui. Mais voilà. Non, mais je trouve que c'est important. Enfin, et vous l'avez très bien dit que c'est un peu. C'est une philosophie, c'est une nécessité en fait de repenser la technologie et notre approche avec la technologie, et même d'un point de vue social. Donc voilà. Et après, je voulais vous faire réagir sur 2 autres propositions, notamment, qui vont un peu ensemble. Parce que c'était la même personne qui a donné ces 2 idées reçues. Donc, les adeptes de la low-tech ne sont pas francs et rejettent la technologie seulement dans certains domaines. Et la low-tech, c'est juste le nom mainstream pour décrire le mode de vie des Amish. Parce que je trouve qu'elles sont assez contradictoires, d'ailleurs, ces deux propositions. Mais la discussion était longue, c'est pour ça. Moi, je pensais que tu allais lier la première proposition avec la proposition sur la technophobie. Oui, sur la technophobie, oui. C'est vrai. Elles vont aussi, finalement, elles vont aussi toutes les 3 ensemble. Donc c'est quoi un peu, vous, votre explication? Donc par exemple que les low-tech vont pas... Enfin, dans le domaine de la santé, on va privilégier le high-tech. Voilà. C'est une très bonne question. Je connais pas toutes les personnes qui font de la low-tech. Donc je pourrais pas parler au nom de toutes ces personnes. Oui. Mais en tout cas, personnellement, si je dis j'ai envie que notre société soit... plus low-tech, ou en tout cas c'est ce que j'ai envie de voir advenir comme futur plutôt qu'un futur où on va tous sur Mars. Je pense qu'il y a effectivement des reculs dans certains domaines. Typiquement si on prend la santé, dans un monde low-tech, mais en fait qui serait un monde sous contrainte, en fait on n'est peut-être pas capable de produire autant d'appareils pour faire des radios qu'aujourd'hui. Parce qu'on n'a pas les ressources, parce que que ce soit pour des raisons géopolitiques ou physiques, on n'a pas ces ressources, et donc on accepte, mais aussi parce qu'on n'a pas le choix, de ralentir dans ce domaine-là. Donc moi, je ne vois pas un monde qui serait low-tech que dans certains secteurs de son économie. Je pense que nécessairement, ça s'applique à tous les secteurs. Après, on peut dire qu'il y a certains secteurs qu'on veut plus préserver que d'autres, ou sur lesquels on veut faire plus attention parce qu'il y a des valeurs qui nous tiennent à cœur là-dedans. Mais en général, je pense que Et pour répondre à la deuxième question, est-ce que c'est retourner au mode de vie des Amish? En fait, critiquer la technologie ou le toujours plus, c'est pas dire on va tous retourner dans les champs. Et en fait, c'est pas socialement valorisant ou c'est pas socialement acceptable. Il y a quand même une grosse partie des low-tech, en tout cas de l'idée de la low-tech, c'est de dire on a envie de redonner du pouvoir aux gens sur les technologies qui les entourent. Et donc, ça peut être aussi redonner du pouvoir aux gens sur leur environnement, etc. Donc, effectivement, que demain, de plus en plus de personnes aient de quoi jardiner, etc., etc. C'est quelque chose qui, moi, me semble tout à fait pertinent. Mais envoyer tout le monde dans les campagnes à vivre, à faire de l'agriculture vivrière, en fait, déjà, c'est pas possible. On n'a pas les terres pour, on est trop nombreux. Donc, si on veut tous se nourrir, non. Et en plus, c'est pas du tout souhaitable. Donc, non, il y a plein d'avancées technologiques qui sont super chouettes et qu'il faut pas tout balayer. Mais par contre, ce qui peut être intéressant, c'est de s'inspirer de certaines technologies pour essayer de voir ce qu'elles nous apprennent sur les technologies qu'on utilise aujourd'hui. Et on peut dire, on va s'inspirer de telle ou telle technologie du passé pour essayer d'en faire quelque chose. Et on peut aussi dire qu'en fait, dans l'évolution des techniques, il y a certains embranchements qu'on n'aurait peut-être pas dû prendre. Et peut-être qu'on peut refaire un petit peu marche en arrière et reprendre un autre chemin. Par exemple, pour ne pas avoir d'IA, par exemple. Parce qu'on veut vraiment de l'IA. Il l'utilise tous les jours au travail. Et il j'adore ChatGPT. Putain, mais t'as tout dit. Ah Non, ouais, en vrai, je suis complètement d'accord avec tout ça.
Et je pense que il y avait toute la question de la technophobie et du retour au champ, de retour en arrière, etc. En fait, c'est pas du tout ça. Et comme disait Théo, c'est une vraie continuité. Si je prends, on va dire, notre évolution technique et de l'évolution de nos technologies, des outils qu'on utilise, la low-tech, c'est pas revenir au début de la frise chronologique. C'est une brique qui arrive après tout ce qu'on a. Parce qu'aujourd'hui, quand on pense à des exemples d'outils low-tech pour l'artisanat, par exemple, je donne un peu d'exemples concrets parce que c'est chouette aussi de visualiser un peu ce que peut être la low-tech. Pendant notre voyage à vélo, on est allé rencontrer un monsieur qui s'appelle Arnaud Créteau, qui fait du pain avec un four solaire. Qui est un outil low-tech. Et ce four solaire, il marche avec des miroirs, donc des énormes miroirs. Il y a... je sais pas quand a été inventé le miroir en réalité, mais il y a très 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 longtemps, genre il y a 1000 ans, on n'avait pas de miroir. Quoi ? Plus de 1000 ans, je pense. Ouais. Il y a 1000 ans, on avait le miroir déjà ? Ouais, je pense. Mais non. Je regarde. Attends, ouais. Bien sûr. Attends, mais Ok, alors on attends. avait le miroir. Moi, je pense que les Égyptiens, ils avaient des miroirs. Après, est-ce qu'ils savaient faire les miroirs de la bonne forme pour pouvoir faire un four solaire ? Ok. Peut-être pas. 6000 avant Jésus-Christ. Ah, donc les MDR. Égyptiens avaient... Ouais, il y a 1000 ans. Ok. Ouais, mais après, est-ce qu'on savait faire des miroirs genre Oui. incurvés comme il faut pour avoir une sorte d'efficacité pour les rayons du Oui, soleil que ce et soit tout. pensé pour. Je pense que c'est etc. quand même. Oui, En plus récent. tout cas, il y a 6000 ans, je pense pas qu'on pouvait faire le four solaire que Arnaud utilise. Non. Je pense qu'on pourra se mettre d'accord là-dessus. Et donc, typiquement, c'est une technologie low-tech qui utilise et qui incorpore tous nos savoirs qu'on a accumulés et créés depuis le début de l'humanité. Et donc, c'est pas un retour en arrière, c'est simplement. C'est de l'innovation, quoi, mais c'est juste une innovation différente qui va pas chercher la high-tech, mais qui va incorporer d'autres contraintes pour faire autre chose. Et donc, c'est pas du tout de la technophobie, c'est pas du retour en arrière. Je comprends pas. En fait, c'est comme si on disait, quand on critique l'idée du progrès technique, même l'idéologie du progrès technique, ça voudrait dire vouloir faire l'inverse du progrès technique, c'est-à-dire revenir en arrière. Pas du tout. C'est juste dire, on peut questionner cette notion sans forcément vouloir faire exactement l'inverse. Et pour trouve ça rebondir malhonnête. sur le four solaire, justement, il y a ce four solaire-là, ils ont rajouté un capteur pour pouvoir traquer la course du soleil et pour pouvoir Adapter ne la pas position. avoir à bouger ton four solaire à la main. Mm. Et cette brique-là, ils l'ont rajoutée pour que les boulangers d'aujourd'hui puissent plus facilement passer à cet outil-là. Et que ça ne soit pas un passage qui soit trop brusque. Et donc il y a tout un enjeu dans l'incorporation des low-tech dans notre société actuelle, de rajouter des briques technologiques pour pouvoir les faire accepter par la société. Et ces briques technologiques-là, peut-être, les enlever au fur et à mesure que notre société évolue. Justement, ce gars, Arnaud, qui est boulanger solaire. Et ça, je raconte ça pour le fait que non, on ne revient pas complètement en arrière, et en fait que peut-être des fois revenir un petit peu en arrière, c'est intéressant. Ce gars-là s'est intéressé un peu à l'histoire de la boulangerie en France. Et il se rend compte que avant la Première Guerre mondiale, on utilisait pas mal le levain pour faire du pain. Et en fait, post-Seconde Guerre mondiale, post-Première Guerre mondiale, il y a besoin de nourrir la France. Et pour nourrir la France, il faut former des boulangers. Et le levain, pour former des boulangers, c'est pas très pratique parce que former un boulanger à Rennes pour l'envoyer à Lyon, vu que le levain c'est naturel, ça ne forme pas nos boulangers. Nos boulangers ne savent plus faire du pain correctement si on les envoie d'une nouvelle région. Donc c'est pas très pratique et on va extraire en laboratoire une levure, la levure boulangère. Et on extrait la levure qui permet de faire gonfler le pain et on enlève toutes les autres. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que cette levure permet de faire gonfler le pain très rapidement. Sauf que ce pain se conserve moins bien, parce qu'on a enlevé les autres levures. Donc on va ouvrir des boutiques pour vendre le pain tous les matins, pour que les gens puissent avoir du pain qui soit frais tous les matins. Et puis, on va devoir pétrir le pain avant de le faire lever. Parce qu'avant, dans le levain, il y avait une propriété d'activation chimique du gluten qu'on a perdu. Et donc, on doit activer mécaniquement le gluten. Donc, on doit pétrir la pâte avant de faire lever la pâte, la vendre, etc. Et donc là, on se dit, c'est un petit peu chiant de pétrir tout le temps notre pâte. On va acheter des pétrins. Deuxième investissement, on avait déjà ouvert une boutique. Maintenant, on achète des pétrins pour pétrir à notre place. Et puis, on se dit, attends, mais là, il faut que je me lève à 4h du mat pour pétrir, faire lever, cuire, vendre à mes clients à 7h quand ils viennent chercher leur pain. Je vais acheter une chambre froide. Comme ça, je pétris la veille, je fais monter doucement pendant la nuit, le matin, je peux vendre.
Mais en fait, ça, le levain, il le faisait tout seul très très bien, quoi. Le levain, ça gonfle pendant 7-8 heures, le temps de la nuit. Tu vends ton pain le matin et tu le conserves pendant 10 jours. Et donc lui, il a un peu tout repensé, donc il s'est dit, moi je vais faire du pain au levain en fait. Vu que je peux cuire mon pain seulement quand il fait beau, vu que j'ai un four solaire. Mais en fait, ça me dérange pas, vu que j'ai du pain au levain, je peux le faire un peu quand je veux, et donc j'adapte aussi ma façon de faire mon pain à mon outil de travail. Et finalement, c'est pas revenir en arrière que de faire ça. C'est de se dire peut-être que les raisons qui ont fait qu'on a choisi la levure boulangère, aujourd'hui ne sont plus valides. On n'a pas besoin de nourrir la France en faisant du pain aujourd'hui. Donc peut-être qu'on peut remettre en question la levure boulangère et faire autrement. Et il dit, si ça existe dans le domaine de la boulangerie, peut-être que ça existe à plein d'endroits, quoi. Il y a plein d'endroits où on n'a pas pris on a pris un chemin à un moment pour des raisons. Peut-être que ces raisons sont plus valides. Remettons-les en question et essayons de faire des trucs qui sont plus malins au vu de la situation actuelle. Ça me fait beaucoup penser, on a reçu Nathan, qui est maître de conférence à Sorbonne Université. Il a fait sa thèse de doctorat sur l'industrie du papier. Et en fait, donc c'était une thèse de conservation du patrimoine, et il s'était rendu compte, du coup en remontant un peu le fil, que le papier qu'on produisait au XVIIe siècle, il est très bien dans les bibliothèques. Par contre, celui qu'on a commencé à produire à partir du XIXe siècle, parce qu'on a commencé à vouloir industrialiser la production du papier. Du coup, c'était plus du tout fait à partir de chiffons, de grandes molécules naturelles. C'était fait à partir justement de pâte à bois qui acidifiait et complètement, se détruit complètement. Et en fait, justement, il disait il y a un vrai enjeu de... Donc c'est rigolo ce que tu dis. Du coup, tu veux dire que les livres se délitent, quoi. C'est ça, et les livres qui se délitent. Donc sa thèse, c'était la protection des journaux, des journaux et des papiers du 19e et du 19e, 20e, qui en fait vont libérer des acides, et ces acides peuvent contaminer d'autres livres. Mais de base, les livres du 17e, ils sont très bien, ils sont bien conservés. Donc les livres les plus précieux ne sont pas du tout attaqués parce qu'ils étaient faits par chiffon, alors que par contre, tout ce qui était fait à partir de pâte de bois, de lignine, où il a fallu ajouter plein de choses pour pas que ça bave, pour que ce soit plus blanc, donc apporter plein d'agents. C'est marrant. Blanchisseur. Donc c'est un peu, j'ai l'impression que c'est la même histoire là pour la boulangerie. Après, là, on est tranquille, il y a des disques durs, il y a des clouds, faut qu'on se fait chier. Pourquoi un livre papier? Non, mais sérieusement, le papier. Tu snaps le livre et c'est parti, quoi. Ça, c'est tellement un truc d'amiche, le papier. N'offrez pas des liseuses à Noël à ceux qui aiment lire. C'est un truc d'amiche, le papier, pas mal. Mais bien sûr, attends. Et un terme, je trouve, hyper important, c'est au-delà de vraiment pas la technophobie, donc il y a de la technocritique, ça c'est plus quand on pense vraiment au concept de la low-tech, mais c'est du techno-discernement, c'est l'idée de se poser la question quand on doit répondre à un besoin, quand on fait un outil, est-ce que j'ai besoin quel est le degré de high-tech ou de technicité dont j'ai besoin pour répondre à ce besoin-là. C'est beaucoup de besoin dans ma phrase, mais donc c'est vraiment le techno-discernement qui est le mot-clé, le techno-choix, des fois on entend aussi, qui est vraiment plus important que la technophobie. C'est pas un rejet, c'est plus une réflexion. Carrément. En tout cas, je rebondis sur tous les termes que tu viens de dire pour peut-être en expliquer quelques-uns. Parce que justement, en faisant du coup les recherches pour cet épisode, on a trouvé beaucoup de termes qui sont utilisés du coup dans ce sujet low-tech, notamment prosommation, effet rebond ou paradoxe de Jevons. Comme on vous a, vous deux, est-ce que justement vous pouvez définir un petit peu ces termes qui sont utilisés? Moi, je connaissais pas le mot ni prosommation, ni paradoxe de je sais plus qui. Je connaissais pas prosommation. T'as regardé ou pas? Mec, je suis tombé sur des prosommateurs, c'est des gens qui consomment de l'électricité. J'ai rien compris. Pour être honnête, ça nous a surpris. Mais par contre, effet rebond, on peut en parler. L'effet rebond, ça, carrément. Mais par contre, c'est vrai que la prosommation, du coup, par avoir un peu regardé, ça me parlait pas du tout comme terme avant que vous nous en parliez. Et non, pas. J'ai l'impression que c'est des gens qui produisent et qui consomment leur énergie. Qui produisent leur énergie, qui la consomment eux-mêmes. C'est un peu genre l'autoconsommation, quoi. Ouais, c'est un peu l'autoconsommation, je dirais. Pourquoi ils disent pas autoconsommation? Parce que je pense que c'est un peu brouiller la frontière entre consommateur et producteur. Tu vois, c'est un peu c'est un peu l'idée de consommateur. Mais non, prosommation, ça me parle pas. Par contre, effet rebond. L'effet rebond. C'est quand malgré l'amélioration d'une efficacité pour réaliser une tâche,
Exemple, la voiture. Malgré l'amélioration de l'efficacité, on consomme quand même plus d'énergie ou plus de ressources pour ce même besoin. Donc par exemple, un exemple hyper concret de la voiture, je ne sais pas si Théo, tu veux en parler. On se dit qu'on fait des moteurs de plus en plus efficaces. On va se dire qu'on consomme de moins en moins d'énergie pour faire la même distance. Sauf que si dans le même temps, on se dit que vu qu'on a un moteur plus efficace, on peut faire des plus grosses voitures, ça n'a rien changé, quoi. Ou même si c'est encore pire, on consomme de plus en plus au 100 km. Donc ça, c'est typiquement l'effet rebond, mais d'un côté énergie, ça peut être sur plein d'autres choses, en fait. C'est pas que sur l'énergie, ça peut être sur... C'est quand on fait quelque chose et en fait, ça implique d'autres choses dont on n'avait pas pensé, qui viennent annuler ou amplifier cet effet-là. Ça peut être sur... on va se dire, on décarbone une industrie, et en fait, ça fait que cette industrie peut produire beaucoup plus parce que l'énergie est nucléaire, à bas prix, coûteux, etc. Et en fait, cette industrie qui fait de l'acier produit 150 fois plus d'acier. Et en fait, et du coup, elle produit plus de carbone à la fin, quoi. Carrément. Et ça, c'est un peu la critique qu'on peut adresser à toutes les solutions qui se disent un peu vertes, où à chaque fois qu'on veut résoudre un problème par la technologie, on peut ne pas voir tous les effets que ça va impliquer, mais parce que c'est compliqué de voir ces effets-là. Enfin, c'est pas forcément des choses évidentes. Là, on parle de la voiture, on se dit effectivement si on augmente la taille de notre voiture, peut-être que... Mais de base, on n'avait pas prévu que les gens augmentent la taille de leur voiture. Et donc oui, c'est souvent avec plein de technologies, on se dit c'est une bonne idée, et en fait, c'était pas tant une bonne idée que ça. C'est vraiment une critique empirique du technosolutionnisme. C'est dire concrètement, quand on regarde historiquement, quand on a amélioré l'efficacité de tel ou tel service, tel ou tel produit, en réalité on a juste plus consommé parce qu'on se disait c'est super, c'est moins cher, c'est plus facile, c'est moins coûteux, on y va et on en fait 1000 fois plus. Et donc en fait c'est pour dire que le technosolutionnisme finalement ça ne va probablement pas nous aider, quoi. Merci beaucoup, en tout cas c'était très clair et j'ai bien aimé justement ce parallèle avec des exemples concrets. Moi ça va parler à tout le monde. C'est plus parlant que des théories. Et puis on pose toujours justement les questions un peu des mots compliqués et tout ça parce que on connaissait un peu sur les low-tech mais pas autant que vous. Et donc en cherchant justement on trouve pas mal de termes en fait qui font peur et je pense par exemple pour une personne qui connaît pas du tout et qui veut s'intéresser, mais en vrai c'est pas facile. Donc c'est bien qu'il y ait des initiatives comme la vôtre. Pour préparer l'épisode, on s'est aussi intéressé au scénario Génération frugale de l'ADEME, qui présente les low-tech comme des vraies solutions. Vraie solution entre guillemets, évidemment. Parce que pour qui, pourquoi, comme on va revenir au vrai-faux. Mais est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce diagnostic? Est-ce qu'il vous a inspiré un peu dans votre découverte des low-tech, dans votre voyage? C'est un travail qui a été fait par l'ADEME en 2021. Et en fait, l'ADEME a fait un travail de prospection en se disant quelles sont les différentes solutions qu'on a devant nous, les différents modèles de société qu'on a devant nous pour... arriver à net zéro en 2050-2100. Et donc ils ont proposé 4 voies différentes, allant de le premier scénario qui est donc génération frugale, à le dernier scénario qui est à l'autre extrême du spectre, dont je me souviens pas le nom. Mais le dernier scénario est plutôt sur... croissance verte. De la croissance verte, etc. Technologie verte, je sais plus comment et donc dans ce scénario génération frugale, l'idée c'est d'amener notre société vers de la sobriété, de dire on va essayer de réduire notre dépendance énergétique et on va essayer de réduire nos émissions de carbone, notre impact sur la biodiversité, etc. Et dans ce scénario, il y avait effectivement, comme on disait tout à l'heure, plus de personnes qui cultivaient dans leur jardin, il y avait une partie de l'appareil de production qui était basée sur des low-tech, il y avait plus d'entraide, il y avait plus de communautés qui se formaient, etc. Et nous, c'est un peu en lisant, on a juste lu la plaquette de pub de l'ADEME. Plaquette. Le petit résumé, leur petite infographie. Et c'est un peu là où on s'est dit, tiens, c'est marrant que la low-tech ressorte ici, parce que moi, dans la vision que j'en avais, c'était encore quelque chose de très militant, de très cantonné peut-être au DIY, etc. Et le fait que l'ADEME le mette en avant, tout de suite, ça donne vachement de crédibilité. Ça veut dire qu'il y a... Ça institutionnalise vachement cette démarche. Ouais, il y a des gens au niveau de l'ADEME qui disent « Attendez, peut-être que c'est intéressant. Et si on fait nos petits calculs, si on regarde ce que ça donne, ça peut marcher. »
Et donc tout de suite, ça ouvre la porte à plein de choses en fait. Et ça crédibilise vachement la démarche. Et donc c'est là où on s'est dit, ok, mais en fait ça voudrait dire quoi de vivre dans un monde où une partie de l'appareil productif serait soutenue par des low-tech. Et c'est là où on s'est dit, ah bah tiens, ce serait marrant, allons voir. C'est un peu De ouf. notre idée, quoi. Carrément. Et peut-être pour revenir sur la comparaison entre les scénarios, c'est hyper... Enfin, moi, je trouve que ces scénarios... Bon, après, je n'ai pas du tout regardé les études vraiment techniques, les modèles, etc., qui probablement des critiques qui ont émergé sur comment cela a été calculé, parce que c'est quand même des gros scénarios qui ne sont pas juste théoriques de projection de comment est-ce que pourrait être la France en 2050. C'est vraiment calculé, et les 4 scénarios, théoriquement, amènent vers la neutralité carbone. Donc, c'est quand même un gros travail très intéressant. Mais dans la philosophie des différents mondes que l'ADEME nous propose, ce que nous, on avait aussi trouvé intéressant, mais peut-être que c'était que moi, mais tu me diras, c'est finalement ce scénario-là par rapport à un autre scénario, il dit on va réussir la neutralité carbone en 2050 grâce à des changements de comportement. Alors que le scénario, peut-être, je sais plus comment il s'appelle, croissance verte, on va dire, il mise sur notre capacité à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 grâce à des innovations technologiques. La capture du carbone en est un peu la pièce maîtresse de ce scénario. Et du coup, c'était chouette de se dire, finalement, peut-être que c'est pas espérer que ces innovations technologiques adviennent. Nous, on va plutôt se poser la question de qu'est-ce que ça impliquerait de faire ces changements de comportement, ces changements qui sont vraiment plus des choses humaines finalement, des débats, de quels sont vraiment nos besoins, etc. Et donc on trouvait cette posture-là, surtout d'un point de vue ingénieur, qui est intéressante parce qu'elle questionne aussi finalement quel est le chemin qu'on veut prendre. Et donc moi c'est ça aussi que je trouvais très chouette dans ce scénario, c'est ce prisme différent. C'est tellement plus cool, ça fait participer toutes les sphères de la société et pas juste les ingés et les chercheurs. C'est tellement plus démocratique comme chose. Et c'est ça qui est trop chouette. Et aussi, tu peux te dire, c'est tellement plus simple. Enfin, on a juste... en vrai, c'est pas plus simple, mais on a juste à se mettre d'accord. Ouais, et puis je sais pas, aussi, il y a un côté... aujourd'hui, quand je vois tout ce à quoi on a accès en termes de technologie, etc., je me dis, mais on peut peut-être s'arrêter là et juste... on sait faire tellement de choses. Et tu vois, on revient sur cette idée d'effet rebond. Moi, je me dis, mais on est capable, on a des rendements ultra efficaces sur plein de nos outils. Et pourtant, on fait quand même toujours plus. Et j'ai envie de dire, mais on peut pas profiter un peu de cette efficacité à laquelle on a... ce niveau d'efficacité qu'on a atteint pour justement avoir un peu plus de temps dans nos vies quotidiennes, pas forcément travailler comme des fous pour justement avoir encore plus de croissance et de progrès. Et du coup, de me dire, ok, l'idée, c'est pas on arrête là sur la technologie, mais c'est, regarde, on a déjà fait tout ça. On ne peut pas juste adapter un peu comment on vit pour essayer d'arriver à la neutralité carbone, quoi. Donc c'est intéressant. Ouais, sans oublier tout ce qui est social aussi. Donc. Mais peut-être on en reviendra, mais je veux dire, c'est pas que la neutralité carbone. Oui, mais pour le coup, dans le scénario de l'ADEME, c'était le sujet. C'est vrai. Après, si vous voulez en parler, c'est le moment pour le progrès social. En fait, j'ai bossé avec là, juste après mon école d'ingé, j'ai fait un stage de fin d'études avec des gens qui voulaient, entre guillemets, professionnaliser des low-tech. Donc l'idée, c'était de faire rentrer des objets low-tech dans le monde professionnel pour développer des activités artisanales qui permettent de faire vivre le territoire. Toujours dans une optique de quand ça se cassera la gueule, on aura des choses pour prendre la suite et qui proposeront des nouveaux modèles de société. Et cette personne-là, qui est un peu l'idée le projet, qui travaille justement avec Arnaud, le boulanger, là, tout est lié. C'est un petit écosystème à la low-tech en France. Tout le monde se connaît, c'est vraiment marrant. Et lui, en fait, c'est quelqu'un qui a bossé toute sa vie en tant que chef de projet sur de la construction de grosses industries un peu partout dans le monde, et notamment à Abu Dhabi. Et en fait, il s'est rendu compte sur un chantier qu'il y avait des esclaves en fait qui travaillaient sur son chantier. Et donc lui participait à cet esclavagisme. Et donc il se disait, mais attends, mais on s'en rend pas compte. Et en fait, si moi je fais ça, mais c'est-à-dire que on est tous là-dedans, quoi. On participe tous à des choses dont on se rend même pas compte. Et là, c'est la partie un peu philosophique. Il y a des gens qui ont théorisé ça. Typiquement Hannah Arendt qui disait que justement, plus il y a de technologie, plus on se rend même pas compte de pourquoi on fait cette technologie, etc. Et en fait, on est en train de... C'est comme s'il y avait une sorte de totalisation sociale qui était là à cause de notre essor technologique.
et qu'on était tellement asservis par notre technologie qu'on faisait des trucs qui n'avaient plus aucun sens et on avait des impacts sur notre société qui étaient énormes. Et donc la low-tech dit, attendez, cette technologie-là, non seulement on n'a pas forcément besoin dans notre vie de tous les jours, mais en plus elle a des impacts sociétals qui sont énormes. Juste, ils ne sont pas chez nous, mais ils sont à l'autre bout du monde et c'est horrible. Et même ils sont quand même un petit peu chez nous, où on a des ouvriers qui sont complètement dépendants de machines de production, qui ne comprennent pas, etc., qui ne savent même pas pourquoi ils font telle pièce de tel outil pour tel autre outil qui permettra de faire tel autre outil à l'autre bout du monde pour tel machin. Et donc la low-tech dit, attendez, prenons un peu de recul et essayons de faire en sorte que notre travail, on le comprenne et il nous apporte une forme de reconnaissance sociale. Et donc toute cette réflexion-là est quand même vachement au cœur des travaux de ces gens, qui essayent justement de faire des objets qui soient compréhensibles et qui permettent de revaloriser des rôles sociaux qui avant n'étaient pas valorisés. Et donc ça, pour moi, ça fait partie intégrante des combats entre guillemets de la low-tech. Donc c'est pas uniquement, c'est en premier lieu rentrer dans nos limites planétaires, mais en deuxième lieu, c'est la théorie du note, c'est faire en sorte que tout le monde ait accès à tout ce dont il a besoin, mais aussi soit valorisé à un niveau qui soit socialement accessible, socialement bien, quoi, je sais pas comment on dit. Non, mais tu vois, on est tous des animaux sociaux, on a tous besoin d'avoir un rôle social qu'on n'a pas forcément aujourd'hui, et la low-tech veut promouvoir ça. Voilà, c'était petit aparté. Et si je peux juste dire une chose, c'est nous au début on parlait beaucoup de démarche d'innovation quand on présentait la low-tech, et maintenant on parle beaucoup plus de philosophie. Et je pense que ça témoigne aussi de notre évolution, de la compréhension de cette philosophie, parce qu'avant on la voyait de manière assez technique, et en apprenant ce concept, etc., on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus grand. Et je pense que c'est une évolution sémantique dans nos manières d'appréhender ce concept qui est hyper, qui explique vraiment l'étendue de cette philosophie. Dans cette première partie, on a pu un peu voir la low-tech, pourquoi vous avez été mené vers ce sujet. Mais est-ce que vous pourriez nous pitcher votre projet ? On veut tout savoir. On attend que ça. L'itinéraire, l'objectif, la durée. L'entrepreneur. Pitcher notre projet. Tu veux un vrai pitch pour moi dont on te raconte, on fait genre. Wisslotech, c'est quoi ? Wisslotech, c'est... Alors en fait, on faisait une césure avec Théobald de notre école d'ingé. Et on se retrouve un soir après une sortie culturelle. On boit un coup et on se dit, mais quand même, on est en césure. Et là, on fait des stages, il faut qu'on parte à l'étranger. Il n'y avait rien qui nous donnait envie. Et on voyait, on jubilait un peu, on enviait ceux qui faisaient des choses un peu folles, ce qui nous paraissait un peu fou, faire des voyages, faire des choses un peu hors des sentiers battus. Et finalement, de cette conversation, je me rappelle très bien, Théo, là c'est le storytelling, Théo m'envoie un message et le lendemain, il me dit, mais la discussion qu'on a eue hier, faudrait peut-être, tu veux pas vraiment qu'on y réfléchisse ? Et je lui dis, bah grave. Et donc nous, on fend la bise, on avait très peu de temps parce qu'on n'avait que 3 mois pour réfléchir à quelque chose. Et donc on se retrouve tous les soirs, on s'appelle tous les jours, on était en stage en parallèle, donc beaucoup de travail. Et au bout d'1 ou 2 semaines, on a abouti à un projet commun parce qu'on avait envie de faire une aventure un peu folle, mais on avait envie de faire quelque chose qui individuellement nous plaisait. Ouais. Et donc la question c'était est-ce qu'on arrive à trouver un terrain d'entente ? Et ce voyage à vélo est arrivé tout de suite. Et donc c'est comme ça qu'on a lancé cette idée. Et donc cette idée, c'était d'aller rencontrer des gens qui avaient des projets autour de la transition environnementale et un peu plus ciblés autour des low-tech, autour de la décroissance, autour de ces sujets-là. Un peu partout en Europe pour comprendre quelles étaient les différentes visions aussi de la transition en Europe. Et on s'était dit, tiens, comment est-ce qu'on va rencontrer ces différents projets ? Et on a un peu réfléchi, on s'est dit, pourquoi pas en train, pourquoi pas en van ? Et après, on n'avait pas d'argent. Et aussi, on voulait vraiment rencontrer des gens. Et on s'est dit, pour rencontrer des gens, il faut être le plus vulnérable possible. Et donc finalement, le vélo, c'était un peu plus rapide que la marche, donc ça nous permettait de faire pas mal de distance. Et surtout, ça nous permettait de tous les soirs dormir chez des gens différents, de se forcer en fait à aller faire des rencontres. Et aussi de pouvoir, au fur et à mesure de ces rencontres, se faire guider et sortir de l'itinéraire qu'on avait prévu, même si du coup on n'avait pas prévu d'itinéraire. Et ça, c'était hyper chouette. Et de ce voyage sort un petit documentaire, parce que du coup on a interviewé toutes ces personnes. Et l'idée c'est de raconter comment est-ce que notre vision de la transition, de la low-tech a évolué au cours de ce voyage à travers ces personnes-là.
Ouais, exactement. On savait que nous, ça allait être une aventure assez folle qu'on allait vivre, et on s'est dit, mais ça serait dommage de la garder pour nous. Et on s'est dit, ça pourrait être quand même super chouette d'essayer de promouvoir ce type de projet autour de nous et de faire parler aussi, parce que, comme vous disiez, la low-tech, c'est un mouvement qui est déjà peu connu. Ma maman l'appelle toujours la slow-tech. La mienne aussi. Et Pauline aussi d'ailleurs. Alors que, Pauline, contrairement à Pauline, ma maman nous suit depuis le début et elle n'a toujours pas compris qu'il fallait dire low-tech. Donc voilà, c'est pas un mouvement, c'est un mouvement qui a un peu le vent en poupe, mais dans certains milieux. Et donc on s'est dit, ça peut être chouette de le faire connaître. Et aussi, nous, pas du tout en tant qu'experts de manière très descendante, mais aussi de faire advenir des réflexions, des débats autour de ce sujet-là. Et donc on s'est dit, la manière probablement la plus simple pour nous de faire ça, c'était de faire un documentaire. Parce que on peut montrer ce qu'on a vécu de manière très humble et de faire réagir aussi. Et donc c'était le but de ce voyage-là, on va dire. Et justement, donc, par rapport à ce petit pitch de projet, comment vous êtes intéressé au low-tech Comment en fait c'est parti cette le storytelling. Exactement. Moi, la première fois que j'ai entendu parler de low-tech, c'était un documentaire Arte sur Corentin de Châtelperron. C'est quelqu'un qui travaille au Low-Tech Lab, c'est un peu la figure médiatique du Low-Tech Lab. Oui, il l'a fondé même d'ailleurs. Il a dû le cofonder, je pense. Ouais, je crois qu'il l'a fondé. Et en fait, ce documentaire, Corentin partait 4 mois sur une plateforme flottante sur je sais pas quelle mer en Asie. Je crois que c'était en Thaïlande. Ouais, je pense que c'était en Thaïlande. Et essaye de survivre sur cette plateforme en développant des technologies, des low-tech. Et il mesure tout ça, c'est vraiment une expérience scientifique. Il va mesurer comment est-ce que son corps réagit, qu'est-ce qui est possible. Donc en fait, il recycle un peu tous ses déchets, il les recycle. Il a une poule, il a mis des poules, etc. Enfin, l'histoire est assez cool. Il fait de la prosommation. Il fait de la prosommation. Il produit ce qu'il consomme. Corentin, si tu nous écoutes, sache que tu fais de la prosommation. Tu ne le sais peut-être pas. Et donc, ce gars-là fait ça. Et moi, j'étais, je pense, tout début d'école d'ingénieur. Et je me dis, waouh, c'est trop cool. Enfin, ouais, c'est trop cool, c'est l'aventure. Moi, c'est toujours des trucs qui m'ont fait un peu vibrer. Et après, quand j'étais à Paris, j'habitais à Vincennes, dans une petite annexe dans un jardin. Donc, j'avais pas de frigo. Et j'étais tombé sur Insta sur des frigos du désert. C'est 2 pots en argile, l'un dans l'autre, et entre les deux, tu mets du sable. Et en fait, ça vient... l'air, quand elle va passer sur ton frigo, elle va arracher des calories, et donc ça va permettre de refroidir les aliments que tu vois à l'intérieur. Okay. Et c'est une technique qui est utilisée pas mal dans le désert pour conserver des aliments. Donc c'était ma première low-tech. Et voilà, et c'est comme ça que moi je suis tombé dessus. Et c'était un peu comme ça que... Enfin, c'est comme ça qu'on racontait notre voyage. Je sais pas si c'est comme ça que l'idée a germé, mais en tout cas, c'était les premiers pas, quoi. Non, c'est toi qui connaissais ce mouvement et qui m'en a parlé au moment où on réfléchissait à une thématique, parce qu'on avait tous les deux une sensibilité écologique. La question, c'était de se dire... on avait envie d'avoir quand même un prisme, un angle d'attaque sur les sujets écologiques, parce qu'il y en a 15 000. Et aussi, si on part en Europe voir des projets autour de la transition écologique, on va vite se perdre. Il faut qu'on ait quand même un point commun, à tous ces projets. Bon, même si tous n'étaient pas sur de la low-tech, mais en tout cas, c'était quand même notre lancement. Et on cherchait aussi quelque chose qui résonnait avec notre formation d'ingénieur. Et donc, la low-tech est arrivée vite, et moi, ça m'a complètement séduit. Et donc, on est parti là-dessus. Très intéressant du coup de savoir que c'est un documentaire qui a influencé un autre documentaire que vous avez vrai. D'ailleurs, notre documentaire a peut-être influencé d'autres gens. Peut-être Corentin lui-même. Non, et ce gars-là, il a continué à faire plein de trucs autour de la low-tech. Il est parti avec sa copine dans le désert au Mexique pour essayer de vivre dans une sorte de low-tech house. Et d'ailleurs, à Paris aussi, ils ont fait... à Paris, là, ils ont un appartement. Ils ont fait un appartement low-tech. Okay. Et d'ailleurs, la série, je crois, est tout juste sortie la semaine dernière. Je sais pas comment ça regarder, mais sur Arte. Okay. Ils font encore sur Arte. Et là, l'idée, c'était de voir comment est-ce que tu peux utiliser la low-tech dans ton quotidien de citadin parisien dans un appartement. Et du coup, quelle technologie tu peux faire introduire dans ton appartement qui n'est pas forcément très grand. D'ailleurs, généralement tout petit. Et du coup, j'ai pas regardé, mais je trouve hyper intéressant parce qu'il y a déjà, comme disait Théo, une vraie démarche scientifique. Et puis, c'est chouette parce que c'est très concret et c'est très ancré dans ce que pourraient être nos vies demain. On voulait vous demander, on vous a un peu espionné sur les réseaux. Justement, on a notamment relevé plusieurs low-tech que vous avez rencontrées au cours de votre voyage, donc les maisons faites avec la boue.
L'éco-village ou encore le restaurant solaire. D'ailleurs, petite anecdote, les maisons faites avec la boue, ça nous a aussi beaucoup rappelé Nathan qui a travaillé sur des maisons en terre crue qui en fait finalement sont peut-être parfois plus solides que les matériaux que nous utilisons aujourd'hui qui sont très compliqués. Ah ouais, ok. Donc voilà. L'idée c'est un peu de, si vous voulez bien évidemment, nous raconter votre plus belle découverte en termes de low-tech. C'est le four solaire d'Arnaud. Ouais, on l'a dû le gâcher. Ouais, je pense que... Attends, je réfléchis quand même. Non, mais on peut raconter le présage, c'est justement le restaurant solaire. En fait, c'est notre premier arrêt. Donc au bout de 5 jours, je pense, de vélo, on est arrivé au présage qui est à Marseille. Et ils ont 2 lieux maintenant. Quand on y était, il y avait juste une guinguette solaire. Aujourd'hui, ils ont ouvert un restaurant solaire. Et donc sur cette guinguette, ils ont un four solaire assez simple. Et ils cuisinent avec ce four solaire quand il fait beau. Et c'est un peu un premier essai pour essayer d'apprendre comment est-ce que la cuisine solaire impacte la cuisine et l'organisation de la cuisine. En disant, en fait, faut préparer, faut faire différents types de recettes, faut essayer de s'adapter comme de s'adapter, ouais. de penser un peu en amont à attends, il va faire beau dans 2 heures, je prépare tel truc pour que ça soit prêt. Mais au final, c'était des contraintes qui faisaient ressortir un peu de créativité, d'innovation, si on veut. Donc là, c'était leur guinguette. Et aujourd'hui, ils ont un restaurant solaire, qui est toujours à Marseille aussi, où là, ils ont un peu tout pensé autour de la cuisine. Ils ont essayé de tout réinventer. Donc pour cuire, ils ont 2 énormes fours, enfin 2 énormes miroirs. Parabole. Concave, Ouais. concave, convexe. Concave, on va dire concave. Je pense que c'est concave. Bon, c'est l'un ou l'autre, Ouais, en tout cas, vous avez compris, ça réfléchit et ça envoie toute l'énergie du soleil vers un point focal. Là où ils mettent leur four et ils font tout cuire. Ils font cuire ça, en fait, t'as l'énergie du soleil qui est renvoyée sur un miroir qui est horizontal par rapport au sol. Et ça va renvoyer l'énergie sur ce qu'on pourrait appeler des plaques de cuisson. Et donc, ils ont en fait une plaque de cuisson où, selon là où tu mets ta casserole, ça va cuire plus ou moins fort. Donc, c'est comme ça qu'ils cuisent. Et puis, ils ont à l'extérieur de leur restaurant, ils sont en train de créer tout un jardin potager, etc., pour avoir toutes les herbes dont ils ont besoin pour leur cuisine, parce que du coup, c'est vachement une cuisine un peu florale, etc. Donc, il y a toute une réflexion autour de la cuisine et de comment aussi la cuisine impacte notre corps, en disant qu'on est fait de ce qu'on mange. Et donc, en essayant d'avoir des aliments les plus sains possibles, etc. etc. Donc là, c'est un premier essai de à quoi pourrait ressembler la cuisine solaire. Et c'est le premier restaurant solaire d'Europe. Ouais. C'est la première fois que c'est fait en Europe. Ça existe en Inde, par exemple. Il y a des sites de pèlerinage où ils font genre 30 000 couverts par jour. Enfin, c'est un truc de ouf. Avec des paraboles. C'est un truc de malade. De pèlerinage. Ouais, c'est fou. Là, l'idée, c'était d'essayer de se rapprocher de la gastronomie française avec cette technologie-là pour essayer de la faire rentrer dans les usages, dans les mœurs, ce qui est toujours le principal souci, quoi. Et donc, leur parti pris, c'était de ne pas montrer les fours à la cuisine, enfin aux clients. Quand toi, tu vas au restaurant, tu ne sais pas qu'il y a des fours solaires. Dire, regardez, en fait, ça a été préparé comme ça, et regardez, ça marche très bien. Et tu n'en as aucune idée. Parce que ça change rien comparé à un four classique. Et limite, c'est un peu mieux parce que tu vas pas brûler tes aliments, ça arrive jamais. Et donc, tu vas conserver toutes les propriétés nutritionnelles de tes aliments. Et donc, c'est super chouette. Ouais. Ça, c'était le four, ça, c'était le présage. Peut-être qu'il y a quelque chose qui nous a marqué, c'est quand même à Ardébus, si tu veux en parler, peut-être. Ouais, après, c'est pas vraiment de la low-tech. Enfin, c'était un truc qu'on a trouvé super chouette, mais ça n'avait rien à voir. C'était, on est passé dans 2 sortes d'éco-villages ou communautés au cours de notre voyage. Et c'était à chaque fois des rencontres hyper enrichissantes et surtout hyper enthousiasmantes. Enfin, on avait trop envie de vivre là où ils vivaient, en fait. Parce que c'était des gens qui donc, vivent dans... En fait, on appelle communauté, mais... Enfin... Spatialement, c'est des lotissements et c'est des maisons qui sont plus vertueuses parce qu'elles sont faites avec soit des matériaux locaux, soit de la terre, soit des déchets. Il y a vachement le concept de Earthship qui existe beaucoup aux États-Unis, enfin qui s'est développé aux États-Unis, et c'est construire des murs avec des pneus de voiture. Voilà, des pneus de voiture, parce qu'on peut rien en faire des pneus de voiture. Et vraiment rien en faire. Et donc ils les utilisent pour faire des murs et c'est super solide. Et donc en tout cas voilà, tout ça est plus vertueux, mais surtout ce qui nous a vachement intéressé là-bas, c'était de voir que ces personnes-là qui arrivaient peut-être par ce prisme de vivre dans un environnement qui était plus vert, d'avoir son jardin, d'avoir des maisons
plus écologique, finalement et adoraient cet endroit, mais pas pour ça, mais pour finalement le sentiment de communauté qu'ils avaient développé, parce qu'ils disaient, en fait, mes voisins, je les connais, on n'est pas forcément meilleurs amis, mais on va aller boire un coup de temps en temps, je sais qu'ils seront là pour moi si j'ai besoin, on a des petits temps tous ensemble si on a besoin, et donc c'est un peu, une image que je trouve assez intéressante, c'est qu'ils disaient, finalement, c'est des gens qui sont entre les inconnus et la famille. C'est un peu un cercle, il y a la famille, le cercle très proche, il y a les inconnus qu'on ne connaît pas, et on va dire les voisins dans le monde, un peu de tout le monde. Moi, je ne connais pas mes voisins, par exemple. Et entre les deux, il y a ce cercle qu'eux, ils ont un peu créé de voisins amis, on va dire. Et c'était super enthousiasmant. On avait trop envie d'aller vivre là-bas. Parce que c'est beau, parce que c'est vert, etc. Et puis surtout parce que on crée des vrais liens. Et vraiment dans cette réflexion de quelle est la société dans laquelle on voudrait vivre, la low-tech fait partie de ça. Et puis il y a aussi re-questionner toutes les notions d'individualisme, etc., qui nous ont vachement touchés, parce que justement aussi, dans notre voyage, on a fait énormément de rencontres tous les jours, et que c'était fabuleux, c'était vraiment fabuleux. Et là, pour le coup, tu crées vachement de valeur sociale, parce que tu as de la valeur juste parce que tu habites dans cette communauté, il y a des gens qui comptent sur toi, toi tu peux compter sur les gens, et donc tout de suite, tu te sens part à quelque chose. Tu as un sentiment d'appartenance qui est et ça, chouette. c'est quand même super chouette. Et justement, pour rebondir sur quelque chose qui vous a marqué, quel est votre meilleur souvenir du coup en voyage l'année dernière? C'est hardcore. Meilleur souvenir. En fait, c'est dur de dire meilleur souvenir, parce qu'il y a des souvenirs qui sont que j'aime bien, parce que c'était un moment où je me sentais bien. Par exemple, quand on était en Bosnie, les paysages dans lesquels on était, ils étaient trop beaux. Enfin, dans les Balkans en général, c'était juste magnifique. Il n'y avait personne, c'était vachement dans la nature. Donc ça, c'était hyper cool. Après, il y a des souvenirs qui sont trop bien, parce que juste c'était trop marrant. Et un peu juste what the fuck, quoi. Genre, mais qu'est-ce qu'on fait, quoi. Que ça soit... on est arrivé en Slovénie et on n'avait pas du tout capté qu'en avril il pouvait neiger. On a fait du vélo dans la neige pendant 2 jours. Il y avait des traces douces par terre. Enfin, on était terrorisés, quoi. J'avais tellement peur. Et ça, en vrai, c'est un souvenir de fou. Et moi, je pense mon meilleur souvenir, ça serait très probablement une rencontre. Choisir laquelle, impossible. Il y en a eu tellement, parce que on n'a pas forcément trop parlé des aspects très pratiques du voyage, mais comme Théo l'a un peu mentionné, on est parti donc 5 mois. Tous les soirs, on dormait chez des inconnus. Et sur 5 mois de voyage, on a fait 5 nuits d'Airbnb. Sinon, à chaque fois, on dormait chez des gens. Et du coup, c'était absolument dingue d'être accueilli tous les soirs par des inconnus. Donc, c'est un sentiment très fort. Et je pense, un de mes meilleurs souvenirs, quand même, ça reste... on était en Italie. Et je pense que tu vas raconter ce que j'ai en tête. Non, je pense pas. Okay. On était en Italie et moi, je suis breton. Et on croise une bretonne qui commence à nous parler italien, et en fait on comprend au bout de 2-3 phrases qu'en fait on est français, qu'on se raconte nos vies. Et elle avait une ferme, et donc elle nous dit passez chez moi, j'ai une ferme. Et au fond on pensait pas du tout s'arrêter dans le coin. On était au milieu de la campagne italienne, et on s'est arrêté 2 jours à la ferme. On l'a aidé à traire ses chèvres, etc. Et le soir même, elle nous a invités, elle avait un barbecue avec des potes à elle nous invite à un barbecue. Et donc là c'était toute une communauté internationale. Il y avait des Ukrainiens, il y avait des Brésiliens, des Anglais, et on était une vingtaine, et c'était une sorte de grand barbecue pique-nique le soir, et c'était trop drôle. Et je veux dire, 6 heures avant, au début, quand on s'est levé le matin, on s'est pas dit on va aller faire un barbecue ce soir avec des inconnus au milieu d'un village. Tu sais pas ce que tu vas faire, donc c'est ça. Bien, et juste c'était exceptionnel, c'était trop drôle, quoi. Et donc ça, vraiment, c'était un très très bon souvenir, et qui, je trouve, illustre vachement bien la valeur qu'on a donnée à l'imprévu dans ce voyage, qui était une chose fabuleuse. On arrive à la dernière question du podcast, qui porte sur votre documentaire. Comment vous l'avez construit, et c'est quoi la suite ? Comment est-ce qu'on l'a construit ? Un peu au fil de l'eau. En réalité, comme je le disais tout à l'heure, on est vraiment parti dans notre projet un peu en dernière minute, et donc il a fallu tout penser très vite, que ce soit surtout les aspects pratiques du voyage, parce qu'on n'avait jamais fait de grand voyage, on n'avait jamais fait de vélo, tout était nouveau, donc il y avait beaucoup de choses à penser. Et le documentaire, on s'est dit, ok, on veut faire un documentaire, on veut filmer, on prend une caméra et on verra.
Et donc en fait, on n'avait jamais fait de test caméra, de test micro avant de partir. On a tout fait sur le tas. Au bout d'un mois, on s'est rendu compte qu'on filmait pas avec le bon format vidéo, donc on a dû changer. Enfin, c'était vraiment bac à sable. Et du coup, autant dire que le scénario du documentaire, ce qu'on allait raconter, on n'en avait aucune idée. Et c'était plutôt une démarche, on va dire, un peu émergentiste de on vit et on voit ce qu'on aura envie de raconter. Et donc à la fin du voyage, on est rentré et on s'est dit bon, on a vécu énormément de choses, qu'est-ce qu'on raconte? Et donc là, il a fallu écrire un peu un scénario, faire des choix, parce qu'on avait vu une quarantaine de projets, donc il fallait dire ok, on en choisit 4. Et c'était très dur de faire des choix, et surtout on avait 15 000 choses à raconter, donc il a fallu choisir, écrire un scénario, et puis après juste s'y mettre, faire du montage, apprendre, découvrir qu'on avait mal fait certaines choses pendant le voyage avec le visuel et qu'il fallait racoler un peu les morceaux. Mais donc c'était un peu ça, on va dire, le processus créatif derrière. Mais c'était pas prise de tête, au feeling, vraiment au feeling. Et après, si tu veux parler sur l'après, peut-être. Bah non, mais t'as très bien résumé comment ça s'est fait. Et après, nous, on n'est pas des pros pas du tout. Je sais même pas comment on dit, de l'audiovisuel, du cinéma, de la post-production. On n'y connaissait rien du tout avant de partir. Et du coup, ça a été un peu tout apprendre. On s'est réparti le travail. On a fait moitié-moitié du montage. Tonio s'est occupé des couleurs, je me suis occupé du mixage. Et ça s'est un peu fait comme ça. On a un pote qui fait de la musique, donc il a écrit des musiques. On a enregistré en studio. On a que des musiques originales. On a que des musiques originales. Voilà, moi je fais un peu de trompette dessus. Voilà, c'était vraiment très au feeling, quoi. Ouais. Et c'est un peu comme ça que ça s'est construit. C'est aussi avec ces musiques que lui il a écrit, ça nous a inspiré d'autres trucs, etc. Et ça c'était hyper chouette. Enfin, c'est un processus créatif qui est assez cool en vrai, où juste tu fais un peu ce que tu as envie de faire sans trop prise de tête. Ce qui reflète complètement du coup votre voyage au final. Et vous faites ce que vous voulez faire. On est juste parti et puis au fur et à mesure on construisait ce qui nous plaisait. Et ça a l'air cool, on va vers là-bas. Ça a l'air pas cool, on va pas vers là-bas. C'était un peu ça. Et peut-être sur l'après, je trouve qu'il y a quelque chose assez... Enfin, moi, comment je le vis, ce documentaire, il y a quelque chose d'assez fort de juste avoir réussi à être au bout. Et d'ailleurs, le documentaire n'est pas fini, donc je parle trop tôt, mais il est bientôt fini. D'être allé au bout de ce processus, parce que ça fait donc 1 an maintenant qu'on est rentré de voyage, donc on a mis 1 an à faire ce documentaire. Rien que voir cet objet, perso, ça pourrait s'arrêter là, parce que c'est déjà une fierté assez folle de me dire, on a fait un film. Après, il vaut ce qu'il vaut, mais on a fait un film. Et ça, c'est quand même assez dingue. Et du coup, comme il n'y a pas du tout d'ambition de toucher le maximum de gens possible, etc., ça reste très amateur et bonne franquette, si je puis dire. Et donc, moi, perso, j'ai aucune pression de « Ok, il faut que le film y plaise, il faut qu'on arrive à le mettre en festival. » On veut, évidemment, si on peut... faire émerger des débats, des questionnements et toucher du monde le plus possible, évidemment on sera très content. Mais comme on n'est pas parti pour faire un documentaire, le documentaire est plutôt une quête annexe finalement, donc il n'y a pas de pression et je trouve que ça rend la chose très chouette. Ouais, je suis complètement d'accord. Après moi j'ai quand même envie de l'envoyer dans des festivals, etc. Bien sûr, ça m'amuserait vachement. On a cette envie-là. On va faire les zéniths, on rappelle. Non mais tu vois, même dans des écoles, etc., montrer à des lycéens et faire émerger des débats sur ces sujets. Même des passions. Ou des c'est passions, possible en fait pourquoi de pas aller tout de suite travailler après l'école, même juste cette réflexion. Même comme vous l'avez dit aussi, peut-être d'autres projets vont émerger du vôtre aussi. D'ailleurs, c'est déjà le cas. Ah, waouh. Avant même le docu, en fait, nous, donc on est dans une école d'ingé où traditionnellement quasiment tous les élèves font une césure, une année de césure. Et on était on n'était pas les premiers, mais en tout cas à faire un projet vraiment structuré, etc. On n'en avait pas beaucoup avant nous. Et il s'avère qu'il y en a eu beaucoup après nous, et notamment une amie avec qui on va faire un peu des tables rondes, parce qu'elle a fait aussi un voyage à vélo, et qui nous disait, mais c'est vraiment grâce à vous que je me suis lancée, que je suis partie dans cette aventure, et qui était hyper reconnaissante. Et donc nous, ça nous a vachement touchés. Et rien que cette personne-là, qui a vécu pour elle une expérience folle, c'est trop chouette. Grâce à nous, entre guillemets, moi je pourrais m'arrêter là. C'est déjà génial. Tu nous dois tout, Apollonie. Oublie pas, tu nous dois tout. Tu nous écoutes, Apo. Non, mais ça c'est trop chouette. Il y a même plein de potes qui se sont dit, ah tiens, c'est trop cool en fait de voyager à vélo. Et donc ils sont partis faire des vacances à vélo. Nous demander des conseils. C'est trop cool. Faire une semaine. Rien que ça, c'est trop bien. Vraiment, c'est hyper chouette. Donc pas de pression. Évidemment, on a envie, mais pas de pression, quoi. Merci beaucoup en tout cas pour ce petit retour. Et je pense qu'on arrive justement à la fin de ce podcast. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ou une thématique qu'on n'a pas forcément abordée? Ou un petit mot de la fin, un conseil. Faire des trucs qui te plaisent, c'est tellement important et on nous le dit pas assez, je trouve.
on nous dit faut que tu sois bon en maths, faut que tu sois le meilleur, faut que machin. Mais en fait, on s'en fout, quoi. Et juste faire des projets qui nous tiennent à cœur, et si ce qui t'intéresse c'est d'être bon, en fait parce que ça te tient à cœur, tu vas être bon dedans. Donc lance-toi à fond dans les trucs qui te passionnent, quels que soient ces trucs qui te passionnent. Enfin, on parle pas que ici de transition environnementale, on parle de tout en fait. Fais des trucs qui te font kiffer, dans lesquels tu crois. Moi, ce qui me fait kiffer et ce en quoi je crois, c'est d'essayer de changer un petit peu le monde pour faire en sorte qu'il soit un petit peu plus vert, un petit peu social. Ça me fait kiffer. Et j'espère que je serai pas trop mauvais pour le faire, à mon échelle. Nous, ça nous paraissait dingue, enfin, en tout cas personnellement, ça me paraissait dingue de faire un voyage à vélo de 6 mois. J'avais l'impression que c'était pour les autres. Et en réalité, maintenant que je l'ai fait, ça me paraît ultra simple. Ah ouais. Une évidence. Après, évidemment, il y a 15 000 sujets, d'avoir les moyens, avoir le temps de le faire. Avoir une famille qui te soutient. Il y a plein de sujets. Évidemment, on n'a pas de problème matériel. On est très privilégié là-dessus, donc on est conscient de tout ça. Mais quand on a la chance, c'était vraiment pas si dur, quoi. Et on était très, très, très contents de le faire. Donc, go. Enjoy. Et sur ces belles paroles, merci infiniment pour l'échange et pour tout ce que vous nous avez aussi appris. On est sûr que les auditeurs et auditrices adoreront de même. Vous avez pu voir à quel point la low-tech permet de questionner notre mode de vie actuel et notre rapport à la technologie. Nous espérons que le voyage que vous ont proposé les garçons vous a challengé dans votre appréhension à la technologie et nous vous invitons à poursuivre le voyage via notre page de ressources. C'est déjà la fin de cet épisode d'Erreur 404. On espère que cela vous a plu et que vous avez appris quelque chose d'utile ou d'inspirant. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en laissant un commentaire, en mettant 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute et en partageant autour de vous. Pour prolonger la discussion, vous pouvez également nous retrouver sur Instagram, TikTok ou LinkedIn sous le nom Erreur 404 Podcast. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, restez curieux et curieuses et souvenez-vous, plus on sait et plus on est capable d'apprendre. À bientôt sur Erreur 404.